Merci beaucoup. Enfin, bonjour tout le monde d'abord et surtout merci de consacrer votre pause de midi en partie aussi pour m'écouter. Marc Frochot m'a demandé de donner quelques raisons pour lesquelles on ne devrait plus construire que sur des terrains qui sont déjà construits et surtout mettre l'accent sur la transformation du parc de bâtiments existants, davantage que sur la nouvelle construction en dehors de l'environnement déjà construit. Pourquoi, mais aussi le comment. On pourrait parler de tous les impacts sociaux, environnementaux, économiques, politiques même, tous les problèmes que pose la construction. Ma collègue Charlotte Malterbart, ici à l'EPFL, a pas mal publié là-dessus et elle est arrivée à la conclusion qu'elle appelle à un moratoire ou même un arrêt immédiat de la construction dans le monde entier. Je n'irai pas jusque-là, mais quand même pour rappeler que c'est vrai qu'en Suisse aussi, c'est la principale utilisation de matière en masse euh, pour la construction. Donc il y a cet enjeu-là, mais je vais plutôt mettre l'accent sur l'enjeu climat et énergie puisque la construction et les bâtiments, les deux parties, sont responsables à peu près du quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est une part qui tend à diminuer, donc c'est un secteur qui a plutôt bien performé pour réduire ses émissions, un peu moins satisfaisant du côté de l'énergie, puisque là, la consommation d'énergie est à peu près aussi élevée aujourd'hui qu'en 1990. En même temps, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, on a eu une croissance démographique et économique qui se poursuivent. Donc, regardons spécifiquement ce qui s'est passé avec les émissions de CO2 des logements et vous allez voir que c'est à partir de là que je vais faire des propositions sur la gestion future du parc. Euh, Regardons ici l'évolution donc des émissions, de la consommation d'énergie, de la population, de la surface de référence énergétique. Tout est représenté sous forme d'un indice qui prend la valeur 100 en 1990. Donc, si on prend par exemple la courbe la plus visible, la courbe en noir, il s'agit des émissions de CO2 pour l'habitat, qui sont passées de 100 dans cette définition par indice à 55. Donc, on a une réduction de 45% des émissions de CO2 liées à l'habitat entre 1990, l'année de référence, et 2022. C'est bien, mais ça aurait pu être plus. Si on regarde la courbe en vert, là, on est descendu à 36, donc une diminution de 64%, c'est les émissions par mètre carré de surface de référence énergétique. Donc, si la surface de référence énergétique, la surface sur laquelle on habite, n'avait pas augmenté entre 1990 et 2022, on aurait pu réduire nos émissions de CO2 liées à l'habitat de deux tiers, de 64%. On n'y est pas arrivé parce qu'il y a l'augmentation de la surface de référence énergétique. Mais peut-être juste avant, regardons comment est-ce que ces émissions par mètre carré ont pu baisser. Comment est-ce qu'on a pu descendre de 100 à 36? Il y a deux parties. Il y a une partie d'efficacité énergétique et il y a une partie de substitution, de remplacement d'énergie fossile, enfin émettrice de CO2, par de l'énergie qui n'émet pas de CO2. Et ça, c'est représenté par ces deux courbes. Vous avez d'abord la courbe en rouge, ici rouge-brun, c'est la consommation d'énergie par mètre carré de surface référence énergétique qui a baissé de 42%, et puis 38% la diminution des émissions de CO2 par unité d'énergie. Et donc, on a vraiment ces deux choses qui pèsent à peu près la même chose. En fait, si on regarde la diminution de la consommation d'énergie par mètre carré, on voit qu'il y a l'efficacité, bien sûr, c'est des bâtiments qui sont mieux isolés, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une partie qui est du réchauffement. On sent déjà les effets du réchauffement qui nous a fait économiser, qui est responsable à peu près un- entre un quart et un tiers de cette diminution de la consommation d'énergie par mètre carré. Ce qui fait que quand on enlève ça, on a vraiment à peu près autant d'amélioration par l'efficacité, à proprement parler, que par la substitution, le remplacement d'énergie fossile par par du renouvelable. Donc tout ça ensemble a permis de faire baisser les émissions de CO2 par mètre carré de 64%. Les émissions de CO2 au total n'ont pas baissé de 64, elles ont baissé de 45%. Pourquoi? Ben, c'est à cause de ces trois courbes là-haut, enfin, principalement l'augmentation de la surface de référence énergétique de 53%. Et ça, c'est, alors comme j'ai dit avant, une augmentation de la population. Donc, on comprend que plus d'habitants signifie plus de surface d'habitat. En même temps, la population n'a augmenté que de 31%, pas de 53%. Donc, il y a une part de 17% d'augmentation de la surface de référence énergétique par habitant, d'augmentation de confort. Voilà, ça, c'est le contexte.
Pour représenter ça un tout petit peu autrement, pour comprendre ce qui s'est passé, j'utilise ce schéma où en abscisse, on a la surface de référence énergétique totale et en ordonnée, on a les émissions de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique. Donc le produit des deux, de l'abscisse par l'ordonnée, de X par Y, la surface d'un rectangle comme celui-ci, le rectangle bleu, ben, c'est les émissions de CO2. Les émissions de CO2 en 1990, c'est la surface du rectangle bleu, qui est le produit de cette surface de référence énergétique d'à peu près 340 km² et, de, et des émissions par mètre carré de 33,2 kg de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique. Ces émissions par mètre carré ont baissé, on l'a vu, de 64%, donc presque été divisé par 3, ce qui aurait permis de réduire les émissions de CO2 à la surface de ce rectangle un peu violet. Mais en réalité, du fait de l'augmentation de la surface totale d'habitat, eh bien, de 53%, on se retrouve avec des émissions totales qui ont beaucoup moins baissé, qui ont baissé 45%, mais quand même beaucoup moins que ce qui aurait été possible du fait de ces efforts pour rendre l'habitat moins émetteur de CO2. Maintenant, si on se projette dans le futur, allons déjà jusqu'en 2040. En 2040, la prévision, c'est que la population passe de presque 9 millions aujourd'hui à 10 millions. C'est le scénario démographique, ce qui veut dire plus 14% par rapport à 2022. Qu'est-ce que ça signifie comme augmentation de surface? Je vais faire une hypothèse héroïque qui est que la surface par habitant reste constante entre aujourd'hui et 2040. Dans ce cas-là, elle passerait à peu près à 600 millions de mètres carrés en 2040. Et l'objectif de la loi climat, c'est que les émissions totales en 2040 provenant de l'habitat soient de 82% plus faibles qu'en 1990. Donc, ça ne soit plus que 18% des émissions en 1990. C'est-à-dire que la surface du rectangle vert ne doit pas dépasser 18% de la surface du rectangle bleu. Pour y arriver, eh ben, il faut que les émissions par mètre carré diminuent. Et en fait, qu'elles diminuent de 71%, qu'elles diminuent encore plus fortement que sur les 32 dernières années, hein, sur les 18 années qui nous restent. Donc, il va falloir faire un très, très gros effort. Il faut que les émissions descendent en moyenne à 3,4 kg par mètre carré. Alors, ça ne veut pas dire que tous les bâtiments doivent être à 3,4 kg, hein, mais si on admet qu'une certaine proportion de bâtiments ne pourront pas être complètement assainis, par exemple, qui descendent à 25 kg par mètre carré, 14% de bâtiments à 25 kg par mètre carré, ou 14% de la surface, en fait, pourraient être compensés par 86% de bâtiments qui n'émettent plus du tout de CO2. Et ensemble, on arriverait à ces 3,4 kilos. Donc voilà une image où on devrait être en 2040 déjà. Maintenant, j'ai bien insisté sur l'augmentation, le rôle qu'a joué l'augmentation de la surface à chauffer. Si elle avait moins augmenté, on aurait eu moins besoin d'assainir pour arriver au même résultat en termes d'émissions totales. Et dans le futur, la même chose. Si la surface augmente moins, eh bien, on a moins besoin d'augmenter l'efficacité. On a moins besoin d'assainir le parc de bâtiments. Et ça, c'est représenté par ce schéma. On a la même chose sur les axes qu'avant. Hein. Et là, je représente les émissions totales comme avant de 2022 qui sont produites de la surface de référence énergétique et des émissions moyennes par mètre carré. Donc ce point-là correspond à une certaine augmentation de la surface de référence énergétique qui était de 17%. Si elle avait augmenté de 25%, on aurait eu besoin d'un peu plus de réduction des émissions par mètre carré pour arriver aux mêmes émissions totales. Si au contraire, la surface par habitant avait baissé de 20%, et c'est ce que représentent ces chiffres-là. Donc 0,8, c'est-à-dire 80% de la surface par habitant de 1990. Et bien à ce moment-là, on aurait pu se contenter d'une réduction bien plus faible des émissions par mètre carré. On aurait moins besoin d'assainir. Donc plus la surface totale augmente, forcément, plus il faut assainir, plus ce stock doit être performant pour arriver aux mêmes émissions totales. Et si on se projette maintenant vers 2040, alors on fait face à cette représentation. Je vous ai d'abord fait l'hypothèse que la surface reste la même, la surface par habitant reste la même en 2040 qu'en 2022, c'est ce qui est représenté par ce point-là, et par ces émissions totales correspondant donc à une réduction de 80, qu'est-ce que j'avais dit? Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière, je ne me rappelle plus. 82%, voilà, par rapport à 1990. Ça, c'est le rectangle vert. Si la surface par habitant augmentait de 15%, il faudrait un effort marginalement plus élevé. Et si elle baissait de 20%, si elle arrivait à faire baisser la surface par habitant de 20%,
eh bien, il faudrait un effort marginalement plus faible. Hein. Donc, la différence entre ces deux extrêmes, ou entre moins 20% et plus 20% de mètres carrés par habitant, elle est finalement pas si importante. Dans un cas, il faut que la surface, que les émissions de CO2 par mètre carré diminuent de 64%. Ça, c'est dans le cas où la surface par habitant diminue de 20. Ou alors, il faut qu'elle diminue de 76% si la surface par habitant augmente de 20%. Donc, ce que je vais montrer par là, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive avec la surface par habitant, il va falloir massivement décarboner le parc de bâtiments pour atteindre les objectifs. Et finalement, de ce point de vue-là, les mètres carrés par habitant, ça ne joue pas un énorme rôle. Ok, je vais réviser ce que je viens de dire dans un tout petit moment, mais je vais vous donner une autre raison pour freiner l'augmentation de la surface par habitant et voire même viser à la réduire. Je vais vous donner une autre raison dans un petit instant. Voilà. Et pour conclure, dans le domaine du logement, ce qu'on a vu, c'est que l'augmentation de l'efficacité énergétique et le réchauffement ensemble ont presque neutralisé la croissance des surfaces à chauffer. Et ce qui a vraiment fait baisser les émissions de CO2, c'est la décarbonation des vecteurs énergétiques. Hein. C'est le passage du fossile à du renouvelable. D'ici 2050, donc au-delà de ces 2040, 2050, l'objectif c'est zéro CO2, hein, rappelez-vous. Donc il faut éliminer toutes les émissions de CO2, remplacer tous les vecteurs énergétiques fossiles et ça ne va pas aller sans aussi massivement assainir le parc. Et ça, quelle que soit la surface d'habitat. Dans tous les cas, il faut arriver à zéro. Alors, quels sont les défis? Et j'aimerais évoquer un défi principal qui est celui de la main-d'œuvre, les capacités de production. Euh, Là, il y a beaucoup de chiffres, mais on n'a pas besoin de les regarder en détail. On a la surface de référence totale. Ce n'est pas que du logement, mais le logement, c'est l'essentiel, bien sûr. Ensuite, on a l'emploi dans la construction au 1er janvier de cette année, 339 000 équivalents plein temps. Donc ça, c'est la main-d'œuvre qui est à disposition maintenant et on a un stock de bâtiments de 795 millions de mètres carrés. On a, par hypothèse, 75% de la surface référence énergétique totale à assainir pour arriver à zéro CO2 en 2050. Ça, c'est discutable. Il y a plusieurs scénarios, mais comme ordre de grandeur, et en fait, ça ne va pas changer énormément, que ce soit 60 ou 80. Moi, je propose 75% qui doit être assaini pour le zéro CO2. Et on a calculé différentes sources qu'un ouvrier moyen peut assainir à peu près 100 mètres carrés par année. Et il nous reste 26 ans pour assainir 75% de ces 795 millions de mètres carrés. Donc ça veut dire 75% de la surface de référence totale, 795 millions, divisé par 26 ans, ça représente presque 3% de la surface de référence énergétique. C'est un chiffre qu'on évoque souvent, qu'il faut tripler, qu'il faut arriver à 3% de taux de rénovation. Et là, je le justifie ainsi. Ça fait 23 millions de mètres carrés. À raison de 100 mètres carrés par ouvrier par an, on a besoin de 230 000 ouvriers par année, équivalent plein temps. D'accord? Et 230 000 par rapport aux 339, c'est 68% de tous les ouvriers de la construction. On a besoin de plus de deux tiers des ouvriers de la construction pour assainir le parc d'ici 2050. Alors on pourrait se dire, ben, bon, pas grave, on n'a qu'à recruter plus d'ouvriers dans la construction. La construction, c'est un des secteurs qui a le plus de peine à recruter. Il a vraiment, actuellement, dernier recensement, il y avait presque 14 000 places de travail dans la construction qui sont ouvertes, qui ne trouvent pas de preneurs. Donc, on ne peut pas compter sur une augmentation de la main-d'œuvre. Il va falloir travailler avec ces 339 000, voire peut-être même moins d'ouvriers de la construction. Donc, la conclusion, c'est qu'il va falloir mobiliser la grande majorité de la main-d'œuvre mais aussi évidemment ce qui va avec, la machine, les matériaux, les appareils, etc., pour assainir le parc de bâtiments d'ici 2050. Il ne restera pas grand-chose pour la construction nouvelle. Et à côté de ça, on aura besoin de plus d'électricité renouvelable. Ça, c'est un problème qui est connu, surtout en hiver, avec les pompes à chaleur et compagnie. Il faudra aussi, et c'est pas petit, mais je n'ai pas le temps de développer, il va falloir trouver un moyen de convaincre les 950 000 ménages propriétaires d'une villa et les 500 000 ménages propriétaires d'un appartement de faire le travail, d'assainir leur bâtiment, et ensuite tous les autres propriétaires d'immeubles également. Et il faudra que ça soit financièrement possible pour tout le monde. C'est vraiment aussi un défi économique, c'est aussi un défi financier et c'est aussi un défi social et un défi politique. Mais là, j'ai vraiment mis l'accent sur l'aspect main-d'œuvre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faciliter ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire face? Ben, une proposition,
c'est de complètement stopper la construction nouvelle de façon à pouvoir concentrer la main-d'œuvre sur l'assainissement du parc. Et je rappelle que ces chiffres de nombre d'ouvriers de la construction, c'est tout compris, c'est tous les secteurs. Donc, c'est aussi le génie civil, hein, c'est pas que le bâtiment. Euh, voilà, donc si on bloquait la construction, qu'est-ce qui se passerait? La surface de référence énergétique, 1er janvier de cette année, estimation 531 millions de mètres carrés, divisé par la population, ça fait 59,3 mètres carrés par personne, en moyenne. D'accord? En 2050, je fais l'hypothèse que la population sera de 10,4 millions d'habitants. C'est le scénario OFS. Et donc, moratoire de la nouvelle construction signifie la surface de référence énergétique n'augmente pas jusqu'en 2050. En 2050, ces 10,4 millions de personnes ont les mêmes 531,6 millions de mètres carrés à disposition. Faites le calcul, ça fait 51,1 mètres carrés par personne. En 1990, on avait 51,9. On est en train de finalement bloquer totalement la construction de logements. Ça revient à forcer la population à revenir au standard de confort de 1990. J'ai représenté ça graphiquement. On a nouveau un de ces schémas où la surface est ce qui nous intéresse le plus, mais avec ces deux composantes, la population en X et la surface de référence énergétique par habitant en Y. En 1990, c'est le rectangle bleu clair, population de 6, je ne sais pas combien, 6,8 millions, et puis une surface de référence énergétique un peu plus de 50 mètres, les 51 mètres carrés que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça nous fait une surface totale de 346 km carrés. Entre 1990 et 2008, on a eu à la fois une augmentation de la population et une augmentation du confort, ce qui a fait que la surface totale a augmenté, comme c'est représenté ici, assez considérablement. Entre 2008 et 2028, de façon intéressante, la surface par habitant n'a pratiquement plus augmenté. On n'a plus que le facteur démographique qui a fait passer la surface totale de 450 à 532 millions de mètres carrés. Et puis, 2050, si on bloquait, plutôt si on se contentait de la surface par habitant de 1990, eh bien, on pourrait héberger 10,4 millions d'habitants dans une surface de 540 km², qui correspond pratiquement à ce qu'on a aujourd'hui. 532, 540, c'est-à-dire qu'on peut, avec la surface d'habitat actuelle, on peut héberger 10,4 millions d'habitants avec un confort qui est celui de 1990. En gros, c'est la conclusion. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait se passer concrètement? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la surface par habitant diminue sans qu'il y ait une forte diminution du confort, sans qu'on soit obligé de se serrer, je ne sais pas comment, dans nos logements? Alors pour ça, j'utilise un tout petit exemple illustratif et j'aimerais bien qu'on discute ce genre de choses tout à l'heure, d'ailleurs, si c'est réaliste comme modèle. Prenons un bâtiment qui a une surface totale de 1800 mètres carrés qui est occupé par 30 personnes. Et en moyenne, ces personnes occupent 50 mètres carrés dans leur appartement. C'est les chiffres qui correspondent à peu près à la réalité d'aujourd'hui. 50 mètres carrés par personne, plus dans ce bâtiment, 300 mètres carrés de surface de référence énergétique partagée, circulation, buanderie, local, vélo, ce genre de choses. Tout ce qui est chauffé, en fait. Hein, on parle de voilà. Donc, on a ces 1800 mètres carrés. Pour 30 personnes, ça fait 60 mètres carrés par personne. Et en réalité, chacun dispose de ces 50 mètres carrés, plus les 300 partagés, il dispose de 350 mètres carrés. Ok. Maintenant, si on essayait d'héberger 40 personnes dans ce bâtiment, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, une proposition, c'est de diviser par deux la surface réservée, la surface privative, et d'augmenter au contraire la surface partagée. Donc, les mêmes 1800 mètres carrés, c'est 25 mètres carrés par personne pour 40 personnes, d'accord? Ce qui fait 1000 mètres carrés, plus les 800 mètres carrés de surface partagée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on a évidemment diminué les mètres carrés par personne, hein, puisque c'est 1800 mètres au total pour 40 personnes, ça fait 45 mètres carrés par personne. Mais en même temps, on a augmenté la surface pour chacun, puisque chacun a accès à ces 800 mètres carrés partagés en grande cuisine, salle à manger, chambre pour les visites, espace de travail, de coworking, on appelle ça aujourd'hui, espace de jeu, espace d'accueil, d'entreposage, tout ce que vous voulez. Ces 800 mètres carrés sont à disposition de tout le monde, ils sont partagés. Ce qui fait que ça augmente la surface à disposition de chacun de 350 à 825 mètres carrés, tout en diminuant la surface par personne. Alors ça, c'est un modèle que vous connaissez probablement, hein, ça vient de plus en plus, ces formes d'habitat partagé, d'appartements cluster, satellites, enfin, il y a toutes sortes de termes, mais l'idée est toujours la même, c'est qu'on ait moins de surface individualisée, plus de surface mutualisée, avec le résultat qu'on peut accueillir plus de monde avec plus de confort. C'est pas tout à fait fini parce que
il reste quand même l'enjeu qu'il y a énormément de bâtiments à assainir, que ça va mobiliser une grande partie de la main-d'œuvre, en même temps qu'on va devoir construire des infrastructures énergétiques, qu'on va devoir assainir nos infrastructures de transport, ou peut-être même les agrandir, hein, j'espère pas trop, mais on ne sait pas. Donc il y a vraiment un défi pour le secteur de la construction. Et une autre solution à ajouter, en plus de ce moratoire sur les nouvelles constructions, c'est de tenter de réduire le nombre de bâtiments à assainir. C'est de procéder à une espèce de tri, de définir les bâtiments qui cumulent trop de défauts, comme bien sûr un coût d'assainissement élevé, mais bien sûr aussi une qualité patrimoniale faible, il faut toujours prendre ça en compte, peut-être une mauvaise accessibilité, en particulier en transport public, l'exposition aux dangers naturels, ça c'est un thème d'actualité évidemment, un critère de plus en plus à prendre en compte, des avantages en termes de sites de biodiversité ou d'agriculture à récupérer, etc. Si on prend ces critères en compte, eh bien, on peut définir un certain nombre de bâtiments pour lesquels l'assainissement énergétique ne vaut pas la peine, n'est pas n'a pas la bonne solution. Donc, on fait ce tri, on élimine un certain nombre de bâtiments, et puis on transforme les bâtiments existants pour qu'ils puissent accueillir beaucoup plus d'habitants. On puisse même accueillir ces 10,4 millions de personnes sur moins de mètres carrés qu'aujourd'hui. Et ça passe aussi par la déconstruction des bâtiments qu'il faut abandonner avec le réemploi des éléments et des matériaux pour agrandir les bâtiments qui sont ou subdiviser ou réorganiser les bâtiments qui sont assainis. Et puis une autre condition qui est évidemment extrêmement complexe et délicate, c'est extraire le logement des marchés financiers. Si on compte, tant que le logement reste un bien d'investissement, que ce soit pour des particuliers ou pour des fonds d'investissement et autres, eh bien, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se faire, on n'aura pas d'abandon de bâtiments, on n'aura pas ces transformations qui sont nécessaires. En fait, au contraire, on voit qu'il y a une forte expansion de la construction de logements, justement quand les taux d'intérêt sont bas. Donc, ça montre le rôle euh, très, très important des marchés financiers, et beaucoup plus, en fait, que des besoins de logement, pour ce qui est de la construction. L'attraction de capitaux spéculatifs, des résidences secondaires comme placement aussi, comme objet de placement, et puis un lobby politique qui place ses intérêts financiers au-dessus de l'intérêt commun. Tout ça sont des conséquences de cette financiarisation du marché du logement. Ça a été développé, je cite juste une étude qui montre que ça ne va pas être possible, en tout cas en Angleterre, de rester dans les limites planétaires, d'atteindre les objectifs de satisfaction des besoins de tout le monde sans sortir le logement des marchés financiers. Donc, on a des barrières politiques et économiques à une utilisation plus rationnelle du stock de logements et il va falloir trouver une manière de les surmonter. Maintenant, si on y arrive, eh ben, on a un certain nombre de co-bénéfices. Alors, on va freiner ou arrêter l'étalement urbain, voire même le réduire. On peut imaginer on va récupérer des espaces de biodiversité, des marais qui peuvent stocker du CO2, des terres agricoles, etc. On va on va concentrer l'habitat dans les endroits les plus attrayants, qui ne sont pas exposés aux dangers naturels, qui sont climatiquement favorables, etc. On va freiner la hausse des prix fonciers immobiliers, la ségrégation sociale, la pénurie de logements, choses qu'on observe trop souvent aujourd'hui. Et puis, très important aussi, on va réduire la solitude. Parce que ces nouvelles formes d'habitat, ben, ça prend la place de formes d'habitat qu'on a aujourd'hui qui sont très dysfonctionnelles. Là, où la moitié des logements dans les grandes villes sont occupés par une seule personne. Donc, ce n'est pas juste un gaspillage de ressources, c'est aussi un vrai enjeu social. J'arrive à mes recommandations. J'ai un petit peu dépassé le temps, excusez-moi. Euh, Rapidement, sans mesures de facilitation, ça sera très difficile d'atteindre les objectifs fixés dans les lois climat et énergie pour les bâtiments. On a déjà fait des grands efforts, mais on a cueilli les fruits qui sont les plus faciles à cueillir. Maintenant, il faut grimper sur l'échelle, il faut aller ramasser les autres. Ça va être plus difficile. Ces mesures de facilitation, c'est en partie des changements radicaux dans notre manière d'habiter et notre manière de posséder, d'être propriétaire du parc de logement. Donc, il va falloir imposer davantage de limites à la propriété foncière, à la propriété immobilière. Il va falloir réorienter les investissements vers d'autres actifs loin de la construction spéculative. Il va falloir aller vers des modes d'habitat moins individuels, plus sociaux. Il va falloir transformer la grande majorité des bâtiments. Donc, c'est un assainissement énergétique couplé avec une transformation de façon à ce qu'ils deviennent accueillants pour davantage d'habitants, avec un impact environnemental réduit. Et puis, il va falloir déconstruire probablement beaucoup de bâtiments. J'ai évoqué la médecine de guerre. On va faire une espèce de triage. Quels blessés on sauve et quels blessés on laisse malheureusement mourir parce qu'on n'a pas les moyens.
ben voilà, on va être obligé de faire ça aussi avec notre stock de bâtiments. Et puis, ça va nécessiter une grande vague de mobilité de la part des habitants. Beaucoup de gens bougent, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pour la construction elle-même, mesures nécessaires, concentrer les ressources limitées du secteur de la construction nouvelle, donc les retirer de la construction nouvelle vers l'assainissement du stock de bâtiments existants, éventuellement avec un moratoire sur la construction nouvelle. Au minimum, stopper les mises en zone constructibles, combiner l'assainissement avec la transformation, je l'ai évoqué, orienter le secteur de la construction vers des solutions innovantes qui soutiennent cette transformation. C'est un secteur qui a quand même tendance à être assez conservateur. Et puis, moratoire peut-être même sur la démolition, en attendant de mieux gérer les matériaux et de terminer les inventaires des bâtiments et sites à protéger. Donc, tous ces moratoires sur la construction nouvelle et aussi éventuellement sur les démolitions. Quoi que j'ai évoqué, hein, qu'il y avait des bâtiments à démolir, mais pas tout de suite. Bon, pour l'instant, les filières ne sont pas en place pour récupérer les matériaux et on n'a pas vraiment de grande idée comment est-ce qu'on va procéder à des indemnisations. Pour le stock lui-même, au niveau de la gestion, il va falloir faire un tri, une sélection des bâtiments qui méritent d'être assainis et ceux qui doivent être abandonnés. Il faut préparer cet abandon et c'est pas peut-être pas que des bâtiments, ça peut être des quartiers, voire des villages. Vous avez entendu une discussion par rapport à des villages de montagne exposés à des dangers naturels excessifs. Utiliser le parc immobilier de manière beaucoup plus efficace, moins de surface vacante, en particulier dans les bureaux, plus de personnes par mètre carré, moins de mètres carrés réservés, plus de mètres carrés partagés à l'intérieur, mais évidemment aussi à l'extérieur, etc. Renouveler les formes d'habitat, favoriser à nouveau les ménages plus grands. Et puis j'aimerais dire que c'est quelque part ça, là, pour moi, la véritable économie circulaire dans le domaine du bâtiment. C'est vraiment un cycle des surfaces habitables qu'on utilise, qu'on réutilise différemment, différentes personnes. À mon avis, beaucoup plus important que le cycle des matériaux de construction dont on parle. Voilà. Je termine avec ce petit schéma qui est une illustration assez simple et classique de ce que ça pourrait être. Et je rends le micro à Marc. Merci beaucoup pour votre attention.